What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui catch addict, on se retrouve pour la review du SmackDown du 16 juillet 2021, le SmackDown qui marque le retour des fans à la WWE. Et franchement, ça fait un putain de plaisir de revoir les catch addicts dans les arènes de la WWE. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et le show commence directement par une énorme surprise. Donc en effet, nous avons le chairman de la WWE, Mr. McMahon, qui arrive et qui nous dit clairement « Où est-ce que vous étiez, putain ?» Franchement, c'était du génie, ça faisait du bien. Et on voit que la foule était à fond derrière Vince McMahon. Et franchement, ça fait énormément du bien. Et là, la WWE commence sur les chapeaux de roue avec, pour moi, ce que je pensais allait être le main event. Mais ça va être le meilleur opener. Le match à 6 avec le champion universel Roman Reigns et les Usos contre Edge et champion par équipe de SmackDown et Mysterio. Et d'ailleurs, entrée de Roman Reigns superbe avec un tout nouveau décor. Et franchement, ça fait du bien de voir la réaction du public avec vraiment une réaction mitigée pour Roman Reigns. Parce que pour rappel, Roman Reigns il est heel. Donc les gens huent Roman Reigns. Mais je pense que c'est un huage vraiment de heel excellent quoi, parce que c'est vrai que beaucoup de fans Roman Reigns quand il arrive, mais parce qu'il est babyface. Là c'est la première fois qu'on a du public, c'est au premier SmackDown où Roman Reigns il est heel avec du public, donc c'est une très belle réaction. Et d'un autre côté, bah, nous avons les Mysterio qui arrivent, voilà, en babyface, qui sont hyper contents. Et d'ailleurs, pour petite information, il s'agit du tout premier match de Dominic Mysterio à la WWE avec des fans, très clairement, parce que ça fait presque un an à SummerSlam que Dominic Mysterio catch à la WWE, mais c'est vraiment son premier match live avec du public à la WWE. Donc est-ce que gamin, il va pouvoir gérer la pression ? Parce que catcher au Thunderdome et catcher avec des fans, c'est pas pareil. Et la plus grosse réaction, c'est vraiment pour moi la meilleure réaction de fan de la soirée, c'est l'entrée d'Edge. Franchement, quand Edge y rentrait, je me suis retrouvé un an en arrière au niveau du Royal Rumble 2020, je crois que c'était numéro 21, Edge, où il a fait son retour. On a dit putain, Edge est de retour, bah on a eu la même chose. Et là, bon, niveau réaction, c'est vrai que Roman Reigns et Usos ne l'ont pas trop montré parce qu'ils sont heel, mais je pense que dans leur tête, ils sont bien contents de retrouver les fans. Mais par contre, Edge et Mysterio qui sont babyface, ah bah ils n'ont pas caché leur joie de retrouver les fans, de retrouver ce qui fait que la WWE et la WWE, voilà, c'est les fans, c'est les catch addicts. Et franchement, c'est génial. Et là, on va passer au match, et franchement, très beau 3 contre 3, où on voit vraiment qu'il y a des grosses rivalités, avec d'un côté Edge contre Roman Reigns, et d'ailleurs, WWE nous ont annoncé qu'en kick-off de Money in the Bank, les Mysterio défendront leur titre face aux Usos. Et c'est génial, où tu vois vraiment que Roman Reigns, il rentre dans le ring pour vraiment dire, attends, vous allez voir à qui vous avez affaire, et Roman Reigns qui interagit avec les fans en disant... Acknowledge me, voilà, reconnaissez-moi en tant que chef tribal. Et nous avons la séquence qu'on a avec Dominic Mysterio depuis pas mal de temps, quand il est face à Roman Reigns, le fameux powerbomb, sauf que cette fois-ci, c'est pas dans un Hell in a Cell, non, là c'est carrément au niveau de la table des commentateurs, et Dominic il a eu un tout petit peu mal. Mais malheureusement, avec cette interaction, parce que juste après ce powerbomb, bah on a Edge qui porte un spear à Roman Reigns, mais Rey Mysterio se fait surprendre par un roll-up. Nous avons le tout premier roll-up du retour des fans, clairement, dans ce match. Donc on voit vraiment WWE veut préserver ses catcheurs. Mais qu'après le match, ça part dans tous les sens, où ça part en bagarre générale. Roman Reigns et Edge, voilà, ça se tape avec des chaises, etc. Où Roman Reigns commence à prendre l'avantage. Mais faut pas oublier que Roman, tu as l'opportuniste ultime en face de toi. Donc bien sûr, Edge... il en profite, il porte un énorme spear à Roman Reigns, il a découpé en deux le champion universel, et après ça, bah, jamais 203, voilà, carrément, ou même bien, jamais 304, carrément, parce qu'on nous a remontré
les images d'Edge qui a porté Crossface avec la barre de la chaise sur d'abord Roman Reigns à WrestleMania et après sur chacun des Usos à SmackDown. Donc là, Edge refait la même chose, mais il va même jusqu'à mais il va même plus loin car il parvient vraiment à taper Roman Reigns. Clairement, le chef tribal a tapé. Donc il a été soumis très clairement, donc Edge il ressort très très fort de cette rivalité, niveau aspect psychologique, voilà, il voit que Roman Reigns commence peut-être à ressentir la peur, voilà, avec le fait d'avoir tapé, et même en interview, Edge le dit clairement, mais Edge se fait interrompre par Seth Rollins, et Seth Rollins va un petit peu rappeler ce qui s'était passé il y a de ça quelques années, où Seth Rollins a failli mettre un énorme curse stomp à Edge sur la manette Money in the Bank dans le but que John Cena ramène l'autorité. Bref, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais WWE continue quand même à nous teaser une rivalité entre Seth Rollins et Edge pour l'approche de SummerSlam. Donc est-ce que cette rivalité entre Edge et Seth Rollins aura le titre universel entre les deux? Ça, on en parlera dans mon Jim Bonostic qui sortira demain sur la chaîne. Pour information, à la base, elle devait sortir vendredi, mais j'ai eu un problème de réseau. Donc là, on va passer dans le ring avec notre roi de la machination, le paranoïaque Sami Zayn, qui nous rappelle encore qu'il y a une énorme conspiration autour de lui depuis plus d'1 an, depuis qu'on est plus présent, nous et Catch Addict à ses côtés. Donc Sami Zayn demande justice, voilà, fait crier justice for Sami, quoi. Donnez-moi mon soutien, montrez-moi votre soutien envers Sami Zayn. Et à énorme surprise, nous avons The Prince, nous avons Finn Balor qui arrive à SmackDown. Et à Finn Balor attaque Sami Zayn, donc déjà de base il se défend parce que Sami Zayn a voulu attaquer Finn Balor, mais Finn Balor il répond avec son 1916 et après son coup de grâce. Franchement j'ai surkiffé. Donc après reste à savoir si la WWE serait en train de nous teaser une rivalité entre Sami Zayn et Finn Balor, donc je pense que c'est le cas et ce serait une très très bonne rivalité. Et maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la WWE va très bien utiliser Finn Balor maintenant? Parce que je vous rappelle, lors de son premier passage dans le roster principal, ok Finn Balor a été champion universel, d'ailleurs le tout premier de l'histoire, mais qu'après derrière Finn Balor, bah à part 2 titres de champion intercontinental et un match de championnat universel contre Brock Lesnar au Royal Rumble 2019, bah c'était pas ouf du côté de Finn Balor. Et là Finn Balor est reparti du côté de NXT où il nous a proposé des matchs mais vraiment énormes, notamment contre Adam Cole par exemple, Karrion Kross ou encore des Kyle O'Reilly. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Finn Balor a été un des visages de NXT au niveau de l'année 2020, très clairement. Donc là, j'espère sincèrement que la WWE va utiliser Finn Balor correctement et peut-être pourquoi pas Finn Balor qui irait pourquoi pas et taper Roman Reigns pour le titre de champion universel. J'ai envie de voir ça. Et maintenant, on va passer à un match tag team féminin qu'on a déjà vu la semaine dernière. Les championnes tag team Tamina et Natalya contre Shotzi et Nox. Donc pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de Tegan Nox et Shotzi Blackheart qui ont fait leur début à SmackDown la semaine dernière. Et elles avaient battu les championnes pour leur début. Bon franchement le match, on n'en a rien à cirer. Le seul truc qui nous intéresse c'est limite au niveau de la table des commentateurs. Parce que pour information, Natalya fait partie des catcheuses qui seront dans le match de Hamaet la nuit prochaine. Mais surtout que la WWE nous ont annoncé que Tamina sera la 8e et dernière participante pour le match de Hamaet. Donc c'était déjà pas ouf. Et donc en plus sur la table des commentateurs, on en a 2 autres qui sont présentes. Il s'agit de Liv Morgan et de Zelina Vega. Mais durant tout le match, elles sont en train de s'allumer verbalement. Donc on se dit à quel moment elles vont aller se taper sur la tronche. Et à un moment donné, elles vont se taper sur la tronche. Ce qui va entraîner donc bien sûr une distraction pour Natalya qui va se prendre un re-up pour le tombé final. Donc Tegan Nox et Shotzi Blackheart donc ressort encore très très forte. Elle remporte une 2e victoire contre les championnes. Et d'ailleurs, information, le titre n'était pas remis en jeu. Donc est-ce que grâce à cette 2e victoire, Shotzi Blackheart et Tegan Nox pourront concourir pour le titre tag team de la WWE? Et bien sûr, après, ça repart en bagarre générale où Tamina, elle se débarrasse de tout le monde, clairement. Donc franchement, je sais pas quoi dire, c'est limite un match, on s'en fout, clairement, et je comprends pas pourquoi WWE n'a pas remis les titres en jeu, ça aurait été sympa
qu'on ait eu Tegan Nox et Shotzi Blackheart qui redeviennent. Ça aurait été sympa que Tegan Nox et Shotzi Blackheart récupèrent les titres tag team. Ça aurait été sympa parce que clairement, du fait que Tamina et Natalya sont championnes, je les vois pas du tout remporter un match. Et en parlant de personnalité, de catcheuse qui provient de NXT, je vous avais dit la semaine dernière que la WWE était en train de nous teaser les débuts de Toni Storm du côté du showbuzz. Et bah WWE nous ont annoncé que la semaine prochaine, donc c'est-à-dire au SmackDown après Money in the Bank, Toni Storm fera ses débuts officiels du côté de SmackDown. Donc selon vous, contre qui elle irait en rivalité pour ses débuts du côté du showbuzz? Moi j'ai ma petite idée et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et là maintenant, on va passer au tout premier match de championnat du retour des fans, Bianca Belair qui défend son titre face à Carmella. Bon, bien sûr, je vous rappelle que Bianca Belair devait défendre son titre de SmackDown contre Bayley à Money in the Bank dans un I Quit match, sauf que Bayley s'est blessé et donc c'est au final Carmella qui la remplace. Et ben franchement, le match n'est pas mauvais du tout. On voit vraiment que Carmella elle se débrouille assez bien dans le ring, mais le problème c'est qu'elle a une gimmick qui est à chier, très clairement. Et à cause de sa gimmick, Carmella, on n'y croit pas vraiment, alors que dans le ring, elle nous propose des matchs très très bons. Et d'un autre côté, on a Bianca Belair qui, depuis qu'elle est championne de SmackDown, elle domine carrément toute la game, très clairement. Et c'est naturellement Bianca Belair qui remporte le match et conserve ainsi son titre de SmackDown. Au moins, je vais vous dire très clairement, ce match pour moi, ça a été un test de la part de la WWE. Ça permettait de voir si les fans étaient à fond derrière Bianca Belair. Parce que je vous rappelle que la WWE, depuis WrestleMania, essaye de construire Bianca Belair et Rhea Ripley quand même très très forte pour lancer la nouvelle génération de catcheuses. Et donc, avec le retour des fans, WWE veut voir si les fans sont derrière Bianca Belair. Et franchement, je pense qu'ils sont largement derrière Bianca Belair. Elle est construite très très forte. Ça fait même pas longtemps qu'elle est du côté du roster principal. Et là, les fans, ils sont à fond derrière Bianca Belair. Et là, franchement, la place de main event du côté de SmackDown pour Bianca Belair est largement acquise. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est contre qui Bianca Belair irait affronter du côté de SummerSlam. Au moins, on aurait bien sûr l'idée de Sasha Banks, mais moi, je verrais bien, pourquoi pas, une certaine Toni Storm qui viendrait lors de SmackDown, voilà, la semaine prochaine, aller confronter la championne et que la WWE nous annonce Toni Storm contre Bianca Belair lors de SummerSlam. Ça ferait du bien et ça ferait une carte tout à fait inédite à la WWE. Donc après, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais moi franchement, Toni Storm contre Bianca Belair à SummerSlam pour le titre de SmackDown, je suis amplement d'accord. Bon, et là on va passer au flop total de la soirée, Cesaro contre le tout nouveau Otis. Alors là déjà, le match a été extrêmement expéditif. Parce que voilà, on a la séquence où Cesaro parvient à se débarrasser d'Otis, à le balancer dans le poteau pour envoyer à l'extérieur. Mais après, nous avons Chad Gable qui arrive et qui porte une énorme German suplex sur Cesaro, provoquant ainsi la disqualification d'Otis et une victoire donc de Cesaro. Et après ça, bien sûr, Cesaro il veut s'occuper de Chad Gable, voilà, tu m'as coûté le match, mais il faut pas oublier que Chad Gable il est pas tout seul, il y a Otis à côté. Et donc bien sûr, nous avons Otis qui est présent et qui vient sauver son partenaire Chad Gable et qui massacre Cesaro. Bon, moi franchement j'ai un énorme problème par rapport à ça. Ça me fait mal au cœur parce que j'adore Cesaro et à le voir en bas de carte carrément. Parce que pour moi Otis et Chad Gable c'est des bas de carte en solo. Bien que WWE essaie de nous construire Otis très très fort. Voilà, en le faisant tourner heel, en lui donnant un nouveau look, en le rendant plus sérieux. Je suis amplement d'accord. Sauf qu'à côté, Cesaro, WWE nous avait teasé le passage dans le main event de Cesaro. On a eu ça à WrestleMania Backlash et là maintenant c'est la descente aux enfers. On pensait tellement que Cesaro allait remporter son match de qualification contre Seth Rollins. C'était pourquoi pas devenir Mr. Money in the Bank. Pas du tout parce que c'est la descente aux enfers de Cesaro. Et j'espère sincèrement que vous, Catch Addict, vous allez soutenir à fond Cesaro parce qu'on sait très bien que la WWE écoute énormément les fans lors de gros shows et peut-être pourquoi pas, grâce à l'influence des fans, Cesaro redeviendrait un main eventer. Et là maintenant, on va passer à l'épisode
de la déchéance du roi, donc c'est-à-dire la déchéance de Baron Corbin très clairement, qui arrive, qui est complètement voilà dépité depuis qu'il a perdu sa couronne. Bah, tout va mal pour lui, il a perdu sa couronne, il a perdu sa voiture, bref, il a tout perdu. Mais le truc qu'il récupère, c'est la barbe et les cheveux, mais il n'est pas gagnant au change. Et là, bah, Corbin dit clairement que je vais être viré de chez moi. Le problème, c'est que j'ai plus d'argent. J'ai une petite fille de 2 ans qui est malade. J'ai pas les moyens de payer les médicaments. Donc, je demande votre soutien à vous, univers de la WWE. Donc après ça, Corbin nous dit, voilà, j'ai créé un site internet pour que vous me fassiez des dons. Donc l'objectif, c'est qu'on soit à 100 000 $ pour que je puisse, voilà, retrouver un train de vie, que je puisse voilà, nourrir ma famille, bref. On a un Corbin désespéré, mais à quel point désespéré que Corbin, voilà, il se met à genoux devant les fans de la WWE. Bon, il envoie quand même quelques petites piques à l'univers de la WWE en disant que voilà, vous êtes stupide, vous allez m'aider. Très clairement, donc est-ce que Corbin est toujours mais voilà, il n'y a pas le choix, il est obligé de travailler sa fierté, ou bien le face turn de Corbin est fait, clairement. Et après ça, bah, nous avons Kevin Owens qui arrive, qui dit pas un mot, et Corbin lui dit, ok, donne de ton influence, voilà, t'es quelqu'un de très influent, donc tu vas peut-être pouvoir réussir à convaincre l'univers de la WWE de me faire des dons, je compte sur toi, etc. Et puis au pire des cas, si t'as un petit peu d'argent que tu te sers pas, moi je suis preneur, ça fera augmenter le don. Sauf que Kevin Owens, il s'en fout royalement, il porte un stunner à Baron Corbin. Et bah malheureusement, Corbin t'es pas resté fort. Et là, on passe au main event de la soirée. On a eu la même chose du côté de Raw avec les 4 participantes pour la manette. Bah cette fois-ci, c'est du côté masculin, du côté de SmackDown. Nous avons Seth Rollins, Kevin Owens, Big E et le roi Nakamura. Et franchement, c'est un très beau match, avec une séquence où j'ai quand même eu peur. C'est dès le début où nous avons Big E qui porte son spear entre la 2e et la 3e cour, parce que Rollins, voilà, il a voulu se barrer. Et le problème, c'est que on a des échelles aux abords du ring. Et le problème, c'est que Rollins, il a failli retomber la tête sur une des échelles. Et franchement, j'ai eu très peur, mais on a évité la catastrophe. Et comme j'ai dit, très beau match, avec vraiment un message fort pour Money in the Bank, parce que là, je rappelle que c'est un Fatal 4-Way, donc qui dit Fatal 4-Way, qui dit il n'y a pas de disqualification, donc l'utilisation des objets est autorisée. D'ailleurs, vu qu'il y a des échelles autour du ring, autant en profiter. Seth Rollins, lui, c'est le premier à en profiter, voilà, il va prendre une échelle, il va essayer de se débarrasser de tout le monde. Et bien sûr, on a Kevin Owens dans le ring, plus des échelles, on a droit au moment Oh my God, signé Kevin Owens, où Kevin Owens place Nakamura sur la table des commentateurs, et il porte une énorme descente du coude du haut d'une échelle sur Nakamura. Donc est-ce que nous aurons cette séquence à Money in the Bank? Vu qu'il y aura Kevin Owens, ou même d'autres catcheurs, ça me surprendra pas du tout. Et le match se termine avec un Seth Rollins opportuniste qui porte un énorme stomp sur Big E, sur l'échelle, pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et qui remporte aussi une victoire psychologique, Seth Rollins. Et le show se termine avec Seth Rollins qui monte sur une échelle et qui va récupérer la mallette Money in the Bank du côté masculin. Donc est-ce que c'est un message envoyé par Seth Rollins? Parce que je tiens à vous rappeler que Seth Rollins est un ancien Mr. Money in the Bank qui avait remporté la mallette Money in the Bank de 2014, dont ça le place naturellement en tant que favori. Et est-ce que, voilà, Money in the Bank sera la nuit de Seth Rollins? Est-ce que Seth Rollins remportera la mallette et qu'en plus, il réalisera un autre cash-in légendaire? Il nous fera le vol de la décennie 2020. Faut rester connecté à Money in the Bank. Donc bilan de ce SmackDown, c'est un très bon SmackDown. Donc bien sûr, il y a un peu monumental avec le match Otis contre Cesaro. Il y a aussi par exemple le match entre les championnes contre Shotzi et Nox qui est pas ouf. Mais tout ça, c'est effacé par le retour des fans. C'est le truc qu'on attendait le plus. C'est ça qui m'a motivé à regarder SmackDown ce matin. Me dire, putain, ça y est, enfin, on a le retour des fans. Après un an et demi à bouffer les shows au Thunderdome, au Performance Center. Et là, on a enfin le retour des fans. Et c'est vraiment génial
de voir les vraies réactions des fans quand tu vois l'entrée de Roman Reigns, Edge et Mysterio. C'est génial, tu vois les entrées de tous les catcheurs, t'en as, ils sont limite en train de décéder parce que voilà, on a enfin le retour des fans. On a Vince McMahon qui arrive, je me dis mais bordel, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver? En plus, WWE nous ont annoncé des belles surprises pour Money in the Bank. Donc franchement, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? On a enfin le retour des fans, c'est comme si cette ère Covid n'a jamais existé. Voilà, c'est 1 an et demi qui sont derrière nous. Maintenant, on est vers le présent, on est vers le retour des fans, le retour des shows comme on a toujours connu, avec des fans qui vont te dire bullshit si c'est de la merde et qui vont te dire des is awesome s'ils trouvent que le match est époustouflant. Très clairement, on n'aura plus de Kevin Dunn qui va s'amuser à la régie à appuyer sur les petits boutons, qui va dire vraiment que le catch est fake, alors que là vraiment on est sorti de l'ère cinéma, etc., chorégraphie, à vraiment des shows vraiment à 100% authentiques, made in WWE. Et d'ailleurs, pour information, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais je compte préparer des top 5 en rapport avec l'ère Thunderdome et Performance Center, notamment pourquoi pas un top 5 des meilleurs moments ou des meilleures rivalités cette dernière 1 an et demi, ou même élire les 5 meilleurs catcheurs et catcheuses de l'ère Thunderdome Performance Center. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon idée. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour le Jimbo Nostic et prono de Jimbo pour Money in the Bank, et je vous dévoilerai aussi le planning autour de Money in the Bank. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et vivez le catch à fond maintenant que les fans sont de retour. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.